Bonjour, je suis Claudia Zidaro. Je vous propose aujourd'hui une discussion avec le président exécutif de l'Institut français, M. Bruno Fouché. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu en Roumanie. Merci de m'accueillir dans les studios de RFI. Votre visite est occasionnée par la préparation d'une saison culturelle bilatérale France-Roumanie. Donc à Bucarest, vous créditez les préparatifs pour l'année prochaine. C'est une année très importante pour les Roumains parce que c'est l'année de la célébration du centenaire de la création de la Roumanie moderne et aussi l'année qui prépare la présidence roumaine de l'Union européenne. Alors, comment choisissez-vous un État à faire part de la saison culturelle française? Écoutez, vous avez tout à fait raison. Je suis à Bucarest et en Roumanie pour préparer cette saison franco-roumaine qui va se dérouler du 1er décembre 2018 au mois de juillet 2019. C'est une saison qui sera extrêmement importante dans les relations bilatérales entre nos deux pays. Et vous l'avez très bien résumé parce qu'elle correspond à l'anniversaire de la création de la Grande Roumanie après la Première Guerre mondiale, je dirais. Et puis parce que la Roumanie va exercer la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois à compter du 1er janvier 19. Donc je crois que c'est un double symbole que cette saison va illustrer par une programmation culturelle abondante et certainement très réussi. Quelle est votre perception de la francophonie en ce qui concerne la Roumanie? Connaissez-vous la Roumanie? Je connais la Roumanie et je connais la francophilie et la francophonie de la Roumanie. Je veux dire, la Roumanie a toujours été une grande référence en France, non seulement parce que les Roumains parlent le français dans le pays, mais parce que la Roumanie nous a apporté énormément d'écrivains, de cinéastes, de penseurs, de sculpteurs, que d'ailleurs les Français pensent qu'ils appartiennent complètement à la France, mais ils nous viennent de chez vous et ils sont parmi les meilleurs dans le domaine de la littérature ou de l'art. Eugène Ionesco, Eugène Ionesco, Brancusi, Cioran, Mircea Eliade, etc., etc. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans la saison dédiée à la Roumanie, seront des institutions préparées spécifiquement pour le programme? Oui, alors je suis venu ici participer et clôturer en tout cas la commission mixte qui est l'institution qui cadre et organise en fait les détails techniques de la saison parce que c'est, comme vous pouvez l'imaginer, un travail extrêmement lourd qu'il faut conduire. En général, une saison peut comporter jusqu'à 500 événements culturels. Donc il y a 2 commissaires qui ont été désignés, un Roumain, un Français, qui s'entendent extrêmement bien, qui ont commencé à travailler de façon extrêmement constructive ensemble. Et puis il y a un comité mixte qui se réunit à peu près tous les 6 mois pour résoudre ou cadrer techniquement et politiquement la saison qui se prépare. Ensuite, quand la saison sera lancée, il y aura ces événements qui vont se dérouler d'abord en France, puisque la saison commencera par une saison roumaine en France, et puis ensuite en Roumanie. En quelle mesure la saison culturelle française, France-roumaine, sera une opportunité pour le secteur roumain d'exposer et de promouvoir ses capacités? Écoutez, les saisons, elles ont des objectifs. Elles ne sont pas là uniquement pour distraire. Bien sûr, elles le sont, mais en même temps, nous avons des objectifs. Je pense que une des justifications principales de la saison franco-roumaine est qu'il existe aujourd'hui un décalage de perception entre l'image que l'on a de la Roumanie en France et l'image que vous-même avez de la France en Roumanie. Il y a de nouvelles générations, il y a une nouvelle création, il y a de nouveaux acteurs culturels, et je crois que c'est bien que les pays se redécouvrent. C'est d'ailleurs le mot qu'a utilisé le président de la République lorsqu'il a rendu visite à votre pays il y a peu de temps. Il a parlé de redécouverte de la Roumanie. Je crois que c'est tout à fait d'actualité. Je veux dire, il y a de nouvelles générations qui s'illustrent dans tout le domaine artistique. Je prends un exemple très simple pour la Roumanie, votre cinéma, qui a une grande réputation, je veux dire, et qui sera encore représenté à Cannes, où je me rends dans quelques jours, puisque un de vos grands cinéastes, Cristian Mungiu, va présider une des compétitions à Cannes. Et je crois que tout ceci a besoin d'être mis en valeur. Je veux dire, il ne faut pas rester sur les images trop traditionnelles. Je veux dire, la tradition, le patrimoine, c'est important, mais la nouvelle création, la nouvelle génération, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est aussi important.
Nous avons rappelé l'accès à la nouvelle technologie et aux gadgets pour la nouvelle génération, mais il y a aussi des autres adaptations. Par exemple, la compréhension d'un espace culturel particulier bien défini, avec des pratiques pouvant être comprimées comme contradictoires. Comment on peut régler le jeu, l'échange culturel entre deux pays avec des traditions totalement différentes, par exemple? Les traditions sont différentes parce que les histoires sont différentes, mais les évolutions sont assez similaires. Quand vous comparez l'histoire roumaine avec l'histoire de la France, l'urbanisation des populations, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Je veux dire, nous avons en plus des traits d'union qui sont forts. Vous êtes un pays latin, nous sommes un pays latin. Vous parlez le français de façon courante ici. Et je crois que la francophonie peut être un trait d'union. Et d'une façon générale, moi je crois beaucoup aux échanges entre les pays, parce que la création ne se fait jamais dans un bocal isolé. Je veux dire, ceux qui pensent qu'il faut s'enfermer, je veux dire, on parle beaucoup aujourd'hui de créer des murs, de retrouver une espèce de pureté. Moi je me méfie beaucoup de ce langage qui est trop défensif. Je veux dire, au contraire, je veux dire, la culture s'est toujours nourrie de l'autre. La tolérance, la découverte de l'autre, l'ouverture sur l'autre me semblent des valeurs cardinales. Et je crois pouvoir dire que l'élection en France du président Macron il y a quelques jours l'illustre tout à fait. Le président a apporté ce message d'ouverture sur l'autre, en soulignant d'une part que la culture et l'éducation étaient fondamentales, parce qu'il faut défendre les valeurs dans une société où chacun peut trouver que le monde est chaotique autour de lui, mais en même temps, je veux dire, il porte ces valeurs d'ouverture, je veux dire, de tolérance sur l'autre, parce que la culture se nourrit de l'autre. Et parce que la francophonie fait dialogue avec des autres Absolument. cultures. La francophonie n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Je veux dire, je prends un exemple simple. Si vous regardez les prix littéraires en France qui ont lieu au mois de septembre, de plus en plus, vous avez d'excellents ouvrages, d'excellents romans qui sont écrits à l'étranger, par des auteurs francophones qui expriment leur réalité dans une langue qui leur appartient. Le français appartient à tous les membres de la francophonie, aux Roumains comme aux Français. Quel genre de vision se répand grâce à l'Institut français? Alors justement, c'est une bonne question, parce que notre vision, nous avons une feuille de route, je veux dire, que nous discutons avec le Parlement, avec nos tutelles. Nous avons 2 tutelles qui sont le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Et cette feuille de route comporte 3 volets. Le premier volet, c'est de développer l'attractivité française à l'étranger au travers de sa culture et de sa langue. C'est-à-dire que nous cherchons à montrer la création française, la jeune création française à l'étranger, dans tous les domaines artistiques que vous pouvez imaginer, qu'il s'agisse de la musique, qu'il s'agisse du cirque, qu'il s'agisse des arts visuels, des arts de la scène, ou de la philosophie, de la littérature. Nous cherchons à exporter et à montrer nos créateurs à l'étranger. De l'autre côté, c'est un peu le volet importation, nous accueillons en France les cultures étrangères. Et c'est dans ce cadre que nous organisons les saisons avec les pays que nous avons choisis pour ce faire. Et justement, le mélange des deux, de ce volet extérieur et de ce volet intérieur, nous a donné notre logo, puisque notre logo, c'est faire vivre les cultures. Donc nous sommes une institution qui promouvons, une institution qui promeut l'altérité, l'ouverture sur l'autre, la découverte de l'autre, parce que nous sommes fondamentalement convaincus que la création, l'imagination se nourrit d'apports extérieurs, de réflexions intérieures bien sûr, mais aussi d'apports extérieurs. Et la troisième mission que nous avons, qui est anecdotique mais qui est importante pour nous, c'est que nous formons le personnel de notre réseau. L'Institut français a un réseau extrêmement important à l'étranger. Il est composé de 98 instituts français, dont celui de Roumanie. Il est composé aussi de 820 alliances françaises. Il y en a 4 en Roumanie.
et de 161 services d'action culturelle qui sont localisés dans les ambassades et qui sont nos relais naturels pour promouvoir notre culture et notre langue à l'étranger. La culture française est une industrie avec des résultats Absolument. consolidés. Ce matin, j'ai pu en parler à vos autorités, j'ai pu en parler à la présidente de l'Institut roumain, que j'ai rencontrée et qui m'a fait, qui est une personne absolument charmante, et j'en ai parlé avec votre ministre de la Culture. La culture n'est pas déconnectée de l'économie. La culture, c'est une partie de l'économie. Je disais ce matin qu'il y a 2 ans, nous avons publié un rapport sur ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Oui. En France, elles pèsent 75 milliards d'euros de produits intérieurs bruts. Et elles portent 1 300 000 emplois. Il faut voir la culture au travers de sa création, mais la culture, c'est aussi de l'économie, c'est de l'emploi, c'est une industrie tout à fait importante. Dans le domaine culturel, en France, les industries culturelles et créatives sont plus importantes que l'automobile. Et je disais au ministre de la Culture tout à l'heure qu'il était lui aussi un ministre de l'économie, parce qu'en défendant ses artistes, en défendant les entreprises de création artistique, il défend l'économie et en plus il défend l'image de son pays, parce qu'un pays se définit surtout par sa culture. Oh, c'est une question rare en Roumanie de penser à la culture comme une chose d'efficience économique. Comment, en quelle mesure l'Institut français offre la possibilité d'agir à la nouvelle génération avec les nouveaux milieux? Je vais vous expliquer. Nous avons des instruments. Comme je dis très souvent aux journalistes que je rencontre, vous savez, moi je ne suis pas une bonne sœur. Je ne suis pas là pour simplement promouvoir les carrières de quelques artistes, mais très souvent je préfère associer cette action culturelle à une cible. Et nous avons des instruments avec lesquels nous promouvons nos artistes. Alors j'en cite un très simple, ce sont les focus. Nous appelons ça les focus dans un domaine artistique particulier. Par exemple, nous avons fait un focus sur le cirque à Marseille au mois de janvier. Nous allons faire un focus sur la musique baroque à Lyon au mois de septembre. Nous invitons en France, l'Institut français invite en France, grâce à ses ambassades, tout un tas d'experts culturels internationaux qui viennent en France pour regarder ce que fait la scène française. Et ils écoutent les artistes français, et puis nous organisons des journées professionnelles avec ces artistes. Et c'est à ces occasions, lors de ces journées professionnelles, que justement, il se crée des liens entre des managers culturels et des artistes français qui ensuite sont amenés à l'international pour s'exprimer. C'est comme ça que nous promouvons une partie de nos artistes à l'étranger. Et très souvent, ça marche très très bien. Je vous donne un exemple très simple. Parce que nous le faisons aussi pour les artistes africains. Nous avons par exemple organisé un festival de danse à Ouagadougou au mois de novembre de l'année dernière. En Afrique. En Afrique. Il y avait 43 troupes de danseurs qui étaient présentes. Sur ces 43 troupes, il y a eu 15 contrats signés, immédiatement, avec les experts qui étaient venus les voir, qui se sont rendus compte qu'il y avait de nouveaux talents et que c'était le moment de les capter. Donc c'est comme ça que nous faisons. Pourquoi choisir la langue française aujourd'hui ? La langue française est déjà d'ailleurs la 2e langue de la mondialisation. Je veux dire, je donnais quelques chiffres. Il y a 6000 langues qui sont parlées sur la planète. Je veux dire, il y en a de 10 à 30 qui disparaissent chaque année, malheureusement. Le français est la 5e. C'est la 5e langue la plus parlée du monde. C'est la 4e langue en termes de business, en termes d'affaires. C'est la 3e langue pour le numérique. C'est la 2e langue la plus enseignée. Je veux dire, et c'est la première langue en termes de croissance démographique. Nous avons aujourd'hui, et je vous donne les chiffres de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons aujourd'hui 274 millions de locuteurs
francophones, nous serons 760 millions en 2060. Je veux dire. Et une grande partie de ces locuteurs francophones seront concentrés sur le continent africain, qui est un continent qui est promis une croissance économique importante, d'après les prévisions qui sont données aujourd'hui. Donc le français n'est pas du tout une langue morte, je veux dire, au contraire, je veux dire, c'est une langue très vivante, et nous mettons l'accent à l'Institut français sur son caractère opérationnel. Bien sûr, la langue française est une langue de culture, c'est une langue qui vous donne accès à la littérature, à la philosophie, d'une certaine façon, mais nous voulons aussi que la langue française soit perçue comme une langue qui vous donne accès à un travail, à la vie économique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une campagne de promotion de la langue française qui s'appelle « Et en plus », je parle français. C'est-à-dire non seulement je suis capable de faire quelque chose, mais en plus je peux parler français. Et parce que la francophonie, qui est présente sur 5 continents, est un véritable atout pour ceux qui parlent le français. Je ne souhaite pas naturellement dire que le français doit concurrencer l'anglais. Je veux dire, il y a de la place pour plusieurs langues. Et d'ailleurs, la plupart des jeunes que je connais parlent plusieurs langues. Mais le français est un véritable atout. Et le restera. Excellence, mais vous avez aussi l'expérience de l'ambassade d'Iran. Comment avez-vous saisi l'expérience vécue dans ces pays-là? D'abord, vous savez que pour rebondir sur la francophonie, l'Iran a longtemps été un pays francophone important. Je veux dire, on apprenait le français abondamment avant la Révolution. Je veux dire, il y avait 8000 lycéens en Iran avant la Révolution. Après, les choses ont un peu changé. Mais le français a toujours un statut important dans ce pays. Alors, l'Iran, c'est un pays qui a occupé une partie de ma carrière diplomatique, puisque je suis un diplomate de carrière. J'ai fait 25 ans de carrière diplomatique dans les domaines politiques, dont 8 en Iran. Et j'étais effectivement ambassadeur en Iran les 5 dernières années, pendant cette période cruciale de la négociation de l'accord nucléaire. Et je pense que tout ceci s'est bien terminé pour, en tout cas, les affaires nucléaires. Et j'ai pu apprécier beaucoup dans ce pays sa civilisation, sa culture. L'Iran est un pays de grande civilisation, de grande culture. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver et à rencontrer des artistes qui sont très nombreux dans ce pays, les jeunes qui sont très à l'affût des nouvelles tendances aussi. C'est un pays comme la Roumanie qui a beaucoup de talent. Alors, une dernière question. Encore une fois, pourquoi choisir la langue roumaine pourquoi choisir le mélange de la langue roumaine et de la langue française pour la saison culturelle bilatérale France-Roumaine? Pourquoi choisir la Roumanie comme... C'est une question philosophique, bien sûr. Oui. Pourquoi choisir? Parce que je pense que l'Europe traverse une période difficile en ce moment et qu'il faut être vigilant. Je veux dire, on a oublié que notre continent est passé au travers de phases historiques extrêmement difficiles. Et vous en avez un souvenir plus récent que nous, mais ça nous est arrivé aussi, je veux dire. Et je crois qu'il est important de consolider cette Europe qui a apporté beaucoup de choses aux Européens, même si parfois ils ont tendance un peu à l'oublier. Ça leur a apporté la prospérité, ça leur a apporté des échanges, ça leur a apporté la paix, je veux dire. Et je crois que c'est une structure, une construction qu'il faut préserver. La saison entre la France et la Roumanie sera la première saison que nous organisons en Europe. Et nous avons choisi de le faire avec vous, parce que nous avons une relation ancienne, historique, traditionnelle avec ce pays, que nous avons dans ce pays, vous le savez, des intérêts économiques qui sont très très visibles et que nous souhaitons développer. Et je pense que une saison, c'est toujours l'occasion de construire pour les 20 années qui viennent. La saison n'a pas seulement pour objectif de montrer des artistes sur 6 mois. Elle a aussi pour objectif de nouer des liens durables dans le domaine des institutions culturelles. Il faut que cette saison, et je l'ai dit tout à l'heure à la présidence de la République, il faut que cette saison soit utilisée pour nouer des liens entre les institutions culturelles roumaines et françaises qui aille très au-delà de la saison elle-même, qu'on puisse avoir des échanges dans les 20 années à venir pour garder une relation substantielle comme elle l'a toujours été entre nos deux pays.
Monsieur Bruno Fouché, merci beaucoup. Merci à vous.